Bonsoir, on est très heureux de vous voir là, les étudiants à Bastia aussi, hein. C'est une idée que j'adore, on est trop contents de voir qu'elle intéresse aussi. Voilà, donc le sujet des remparts, c'est un sujet qui nous tient à cœur parce que on a vraiment... et aussi parce que le rempart, c'est un peu pour nous une métaphore de l'architecture, c'est un petit peu comme une première limite monumentale qui vient protéger ce qu'elle contient. Et souvent dans nos projets, on traite les bâtiments comme ça, avec cette notion de séparation et de protection par rapport aux nuisances qu'on peut avoir à l'extérieur. Voilà, je vais passer un petit peu. Voilà, on va commencer par se présenter. Mais bon, je pense que tout le monde voit à peu près. Donc voilà, Pierre-Louis, Céline, Philippe. On est donc architectes tous les deux, on travaille avec Léa qui est ici, à Bastia, pas loin, de l'autre côté de la place. Moi je suis architecte du patrimoine, donc on a vraiment ce regard vers l'histoire et la complexité que cela peut nous apporter. Voilà, donc je vais continuer sur le rempart. Voilà, donc cette notion de rempart, donc ce travail de la matière et de la protection, et comme je vous disais un petit peu de cet effet monumental qu'on a devant ces ouvrages, on voit que voilà, c'est un geste fort comme celui de construire. Qu'avec le temps, les habitants se l'approprient, donc ils habitent à l'intérieur, mais aussi ils l'aménagent, ils comblent, ils percent. C'est une matière dont l'épaisseur et les dimensions ne découragent pas le temps qui passe. Ici, c'est un petit croquis qu'on avait fait quand on était à Split. Je sais qu'on en a parlé avec des étudiants ce matin, où il y a une partie des remparts dioclésiens qui sont habités, voilà, il y a des percements, des fenêtres, ça ne carré pas à la BF, mais c'est très approprié comme limite. Mais le rempart, c'est aussi un ouvrage de défense. Donc c'est aussi un outil, comme de nombreux bâtiments qu'on doit construire. C'est cette architecture qui doit rester rationnelle, ultra efficace, dont la forme est taillée pour répondre à une artillerie. Les bastions sont tracés pour respecter les angles de tir depuis les meurtrières. Donc on le voit souvent dans les plans anciens, on a des axes de tir qui protègent les flancs de chaque rempart. On a aussi ces formes arrondies des bastions, comme on voit ici sur la carte. Ici c'est Bastia, qu'on voit sur la carte, qui permettent de dévier plus facilement les projectiles. On protège les points de faiblesse que sont les entrées, on crée des postes d'observation en hauteur, les petites guardioles qu'on peut voir encore à Bastia. Et chaque intervention, chaque ouvrage a un sens et une adaptation à une arme pour la défense ou pour l'attaque. Voilà, pour nous ce sujet, donc, ici vous avez un plan que j'aime trop. C'est un plan de la citadelle de Saint-Florent. Il en a zoomé un petit peu, en fait, le plan d'origine, c'est un plan du Golfe entier. Et en fait, on voit que cette citadelle, elle est tracée en lien avec d'autres ouvrages de défense, qui sont les tours. Donc on voit les axes, vous voyez, rayonnants là, qui relient les tours, qui jalonnent tout le Golfe. Donc c'est vraiment un outil de défense dans toute une artillerie de défense construite sur les littoraux. On voit aussi un petit peu les détails avec les guardioles, le cordon, tous ces éléments qu'on retrouve aussi, que vous avez vu à Bastia. Voilà, donc pour nous, ce sujet autour des remparts pose la question de construire dans l'épaisseur du temps. On la retrouve dans notre travail qu'on va vous présenter, vous verrez. Et cette épaisseur du temps, elle relève surtout trois notions qu'on aime beaucoup manipuler. La première, c'est s'inscrire dans une stratigraphie avec le plus de justesse et de respect possible pour laisser le temps faire son œuvre, on verra ça un peu plus tard. La deuxième, vous verrez, c'est l'idée de la protection. C'est l'idée de la protection. C'est une réponse dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, qui
voilà, on aime bien créer des bâtiments qui sont en général assez fermés de l'extérieur et qui permettent de créer des espaces à l'intérieur un peu plus ouverts, et de jouer avec la limite entre l'intérieur et l'extérieur. C'est vraiment quelque chose qui nous intéresse pas mal. Et la troisième, c'est la question de la masse et de la sculpture. Donc sur cette image, c'est la citadelle de Calvi. On voit à la fois la notion de strate avec les couches qui se succèdent, les couches horizontales qui se succèdent et qui étant différents. Et puis on a aussi la notion de masse, de sculpture, c'est le fait de travailler en soustraction et pas en additionnant des éléments. Ça, c'est quelque chose qui est assez important pour nous. Et du coup, ça nous permet d'observer un certain minimalisme et une simplicité et une unité. La masse, on la sculpte en fonction de la matière. Et c'est cette matière qui va déterminer l'outil qu'on va utiliser, qui va déterminer du coup la réponse, le niveau de transparence, le niveau de matérialité qu'on va vouloir dans les bâtiments. Donc vous verrez, ensuite on va vous présenter le projet en fonction de la matière qui les identifie. Avant ça, on vous fait juste un petit clin d'œil d'un projet d'étudiants qu'on a fait tous les deux avec Pierre-Louis. Donc c'était il y a super longtemps, et on était vraiment dans cette notion de masse creusée et de rempart. En fait, c'était tout simplement à Venise, donc voilà, je ne suis pas sûre qu'on aurait pu vraiment le construire, mais c'était au milieu avant le Grand Canal, devant. Et en fait, c'est un bâtiment qui était comme un rocher sur l'eau, et dans lequel on accompagnait les proches d'une famille qui avait un décès dans la famille. Donc on a accompagné le défunt qui était amené par bateau. Donc on voit de temps en temps dans les couples, on voit qu'il y a un canal avec un bateau qui suivait en fonction de la religion ou de l'absence de religion de la famille et de ses proches ou de ce défunt, qui suivait des étapes. Donc on voit ici, dans le petit schéma que vous avez en bas à gauche, voilà, en fonction de en fonction de ces religions-là, on s'arrêtait ou pas à certaines étapes, en fonction des rituels et des besoins. Voilà. Donc il y avait un rapport avec l'eau, et un rapport à la masse, et un côté monumental et un petit peu sacré qu'on aime bien développer, manipuler. Voilà. Et c'est aussi pour vous dire qu'il y a des projets aussi d'étudiants qui peuvent marquer un peu, voilà, nous rester quand même avec une belle nostalgie. Voilà. Donc, on va commencer la présentation des projets. On va commencer avec la chaux, donc cette matière qu'on adore, qu'on utilise beaucoup en patrimoine, en restauration. Ici, vous avez le chapiteau d'une église inscrite dans le Cap, qui a été restaurée à la chaux. On voit avant la dernière couche de badigeon à droite qu'il y avait plusieurs restaurations déjà effectuées. Et elle épouse les formes. Il y a quelque chose vraiment de très manuel et manipulable avec cette matière, et en même temps un jeu avec la lumière qui est très agréable, très vibrant. Ici on a cette forme à droite que vous voyez, c'est une volute qu'on a retrouvée qui était recouverte par la dernière restauration, dont on ne voyait plus la forme un peu beau, enfin vous voyez la petite bosse. Voilà, on ne voyait plus du tout les subtilités de cette forme-là. C'est une matière qu'on aime beaucoup et qu'on a utilisée du coup dans une maison contemporaine, la Maison du Cap, qui est une maison construite dans un tissu urbain assez dense. Là ici vous avez à gauche le plan masse, à droite le plan de toiture. On voit que voilà, il y avait c'est assises, donc il y a beaucoup de maisons qui sont construites là-bas. L'idée, je ne sais pas si tu veux. L'idée donc c'était de répondre évidemment à la demande de notre client qui souhaitait absolument séparer l'aile des enfants de l'aile parentale et de l'aile de vie, et même de séparer aussi la chambre parentale du reste de la maison. Donc on a créé une aile enfant un peu plus en contrebas de la pente, et un volume plus principal, central, en hauteur. L'autre volonté expresse du client, c'était que personne ne le voit de l'extérieur.
Bon, ça, ok, on adore, donc pas de problème. Donc en fait, quand on a semi-encaissé le bâtiment, et l'idée c'est que c'est vrai que cette maison, où qu'on soit, on ne peut pas tellement l'apercevoir. Quand on prend la route, on ne la voit plus, on voit juste un petit mur en pierre. Et en revanche, elle est tournée vers la vue et vers un espace de vie plus intime autour de la piscine. C'est quoi? Non, en fait, ce qui est intéressant, c'est que avec ce biais-là qu'on retrouve, on peut zoomer un petit peu. Hop. On avait un cône de vue. En fait, c'est ce cône de vue vers la mer qui définit complètement le plan. Donc en fait, ce que disait Céline, c'est qu'on a donc, on le voit sur le petit croquis en bas à gauche, on a une face qui est complètement fermée, c'est la face qui est, en fait, c'est la façade qui est face à la rue. Donc ça, c'est on verra sur les photos, mais c'est un mur de pierre avec une enveloppe protectrice. Et ensuite, le cône de vue, donc, qui définit l'angle que l'on voit à partir du patio et à partir du salon. Et donc, en effet, c'est souvent, bon, évidemment, la plupart des projets, mais c'est le brief du client ou du programme qui définit très souvent la forme. Je descends. Voilà, ici c'est la façade côté rue. Voilà, ici vous avez la roche du Cap, qui est schisteuse, feuilletée. Et c'est cette notion de feuilletage aussi qui a guidé l'application, surtout le revêtement de cette maison à l'extérieur. On a travaillé la chaux en utilisant des outils qu'on a fait faire sur mesure pour aider le maçon à tirer au gabarit, en fait, en réutilisant des gestes qu'on utilisait pour le patrimoine. Et donc on a créé ces règles en inox pour tirer au gabarit la chaux et créer un relief. Voilà, là ici on les voit en train de l'appliquer. Donc là il fallait vraiment pas qu'ils se loupent parce que la moindre petite baguette et on était obligé on devait tout refaire. Donc là ils avaient une pression maximum. Donc, mais ils ont géré. Il y a eu une petite façade arrière qui a été une façade de test. Il ne faut pas aller voir, mais voilà, sinon c'est à force, avec le coup de main, ils ont réussi. Voilà, vous avez l'entrée. La porte ouverte, c'était encore mieux parce qu'on voyait l'arbre, il y a évidemment une séquence d'entrée en transparence. Ici, vous avez le patio côté espace de vie, etc. Là, on est entre la piscine et la cuisine. Oui, alors maintenant on va parler un peu du béton. Le béton, c'est une matière qu'on a expérimentée avec le centre de secours de Galère. Et le centre de secours de Galère, c'est un bâtiment qu'on a livré en 2024. En fait, notre premier bâtiment public. Et donc c'est un site qui est merveilleux, qui est en fait très préservé. Je sais pas où c'est juste après. Donc c'est un site qui a un intérêt naturel classé Jolzniev, Natura 2000. C'est un site inscrit pour ses paysages pittoresques et sensibles depuis 1930. On voit la petite croix là qui est noire, bon, c'est pas très visible. Donc il se situe pas loin de l'embouchure du Fang, du village de Galère, à l'intersection donc de la route vers Calvi, Mans aux Galères. C'est une route qui est assez empruntée parce qu'il y a beaucoup de tourisme, un flot de véhicules, surtout des motards qui vont vers le golfe de Porto et la réserve de Scande. Et vous voyez un peu le panorama, là, donc ça c'est le pont des 5 Arcades juste à côté du site. Et c'est intéressant parce que vous voyez dans le premier plan donc ce paysage de fleuve, derrière le Tafunat, ou des montagnes qui montent à 2500 mètres. Donc un site très préservé, très peu, quasiment pas habité finalement, et on peut se poser la question de pourquoi on construit sur un site aussi remarquable. Le massif du Fang, donc c'est le massif qu'on vient de voir, donc vous voyez il est très régulièrement classé en zone noire, donc
Donc c'est en gros un risque feu de forêt qui est extrêmement élevé. Il est d'ailleurs fréquemment fermé l'été, donc personne ne peut y accéder. Et donc le SDIS de B, donc notre client, a choisi ce site pour construire cette caserne, évidemment pour le risque incendie, mais aussi pour faire le lien avec cette population. Donc c'est des petits villages galères allemandes, donc à proximité, au centre de ces deux villages, pour assurer aussi un peu la population. On avait un budget qui était assez faible, autour de 2000, un peu plus de 2000 euros le mètre carré. Donc il fallait composer avec ça. On avait un programme qui était pareil, très très précis, et ça c'était un vrai plaisir parce que en fait ce bâtiment il est né avec en dialoguant avec notre maître d'ouvrage qui a vraiment su exprimer d'une façon très claire son programme. Donc il y a voilà, quelques chiffres qui résument un peu ce programme. Voilà, ça c'est les roches qu'on a récupérées sur site avant de construire. Vous voyez, Galère, c'est un paysage minéral qui est très présent, avec on verra la tour de Galère que vous avez vu lundi. Donc c'est des roches rouges, ocre, très particulières, et on a voulu justement travailler le béton parce que c'était une matière minérale, parce qu'on avait une sablière donc, pour tous les agrégats qui se situent à 12 km. Parce qu'on a aussi un savoir-faire autour de Calvi, on a des entreprises qui sont capables de faire du béton. Donc ça permettait aussi une mise en concurrence pour essayer de rentrer dans notre enveloppe. Et donc c'est un béton qu'on pouvait fabriquer sur site avec une centrale. Et ce qui était intéressant parce qu'on peut en fait varier et avoir une amplitude pour les mélanges qui est beaucoup plus intéressant. Vous voyez là c'est la roche quand on a commencé les fondations. La roche et la terre surtout. La terre aussi est assez colorée. Et vous voyez en bas, on faisait des tests de soubassement pour choisir la couleur définitive. Donc le programme, il se découpe en 3 volumes principaux. Donc il y a l'espace de vie, qui est donc sur 2 niveaux. Donc on profite les chambres profitent de la vue. La remise véhicule, donc, pour l'éclairage, je crois. Et donc la remise véhicule qui est un volume haut. Et les vestiaires, en fait, on le verra dans le plan, mais qui est le lien entre ces deux espaces. Et il y a un lien, en fait, extrêmement important parce que obligatoire. C'est-à-dire que les pompiers, pour aller de la remise véhicule à la zone vie, sont obligés de passer par des sas de décontamination. Donc c'est un process qui est très réglé et le plan est issu complètement de cette logique-là. Donc il y a un passage obligatoire, une marche à suivre. C'est une photographie de la remise véhicule. On voit bien, c'est vraiment des paysages super. C'est en même temps un volume qui est calibré sur les camions, donc qui était quand même assez imposant. Assez imposant. Assez dur à caler dans ce paysage. On demandait des hauteurs de 6 mètres, hauteur libre, et c'est vrai que 6 mètres, c'est quand même. Ça commence à être un peu imposant. On voit donc dès qu'on pouvait évidemment conserver la matière à l'intérieur, on l'a conservée, donc on a quelques murs en béton teinté. Voilà, donc ce que disait Céline, c'est qu'en fait, en termes d'implantation, on a semi-encaissé le bâtiment de façon à réduire le plus possible son impact en volume. Et c'était intéressant parce que du coup, le fait de l'encaisser, on avait le terrain en fait, donc, en légère déclivité, ça nous a permis de créer 2 niveaux, deux accès, un accès via la passerelle, que vous verrez, que l'on voit là, la petite flèche. C'est un accès piéton et un accès véhicule donc, qui se situe plus bas au niveau de la route, et c'était aussi une demande des pompiers de faire attention à ce que les flux ne se croisent pas. Ça nous a bien arrangé. Voilà la passerelle, qui est en porte-à-faux. Avec un petit, vous voyez, petit détail pour l'éclairage, un petit ruban LED.
Ça, c'est l'accès bas. Donc, c'est l'accès véhicule, avec des engravures dans le béton. Alors, le président voulait absolument que ça soit en Corse. Et du coup, on a mis en français aussi, vous voyez, il est écrit sapeur-pompier, mais c'est pas engravé dans le béton. C'est petit. C'est plus petit. Hein. Donc, vous voyez l'implantation en plan NAS. Avec les parois extérieures. Voilà, donc voilà, on revient à ce que disait Céline, c'est-à-dire que vous voyez, donc c'est un carrefour hein, entre plusieurs directions. Il y a un flux véhicule qui est important. Et on a construit complètement en opposition à la route, c'est-à-dire que les façades côté route sont vraiment complètement fermées, il n'y a aucune ouverture. Chacun a sa vie, les pompiers ont la leur, personne ne se voit. Et donc on a, je crois qu'on va le voir plus, on va le voir ici. Donc voilà, ça c'est en gros le patio au niveau de la zone de vie des pompiers. Donc avec vue sur le delta du Fandre, qui est une façade un peu plus poreuse avec toutes les ouvertures, et là c'est les façades côté route qui elles sont complètement fermées. Donc ça c'était la réponse qu'on a voulu donner donc, dans ce paysage, donc ce côté vraiment sculptural, un peu plus lointaine de l'intégration du bâtiment. En fait, ça fonctionne un peu voilà, comme un petit fortin qui protège la vallée. Alors, second projet en béton, c'est la maison des jeunes à Calvi. Donc c'est en cours de... C'est un chantier qui est en cours. On est en train de terminer. Alors le béton, on l'a choisi aussi parce qu'on voulait travailler, en fait on voulait par réponse un petit peu au rempart de la citadelle de Calvi, donc qu'on a pu voir sur les photos précédentes, donc ces masses de pain de sable, donc finalement ce rapport-là qui nous a guidés vers ce choix de matière. Et l'idée aussi, le lien avec le rempart aussi, c'était l'idée d'avoir de créer un lieu où on pouvait être on se sentait protégé, un petit peu comme quelqu'un quand il est derrière la meurtrière, et il sait qu'il voit, mais il est protégé. Donc vous allez voir un petit peu dans la réponse, parce que c'est une maison des jeunes. Et donc l'idée c'est que les jeunes qui viennent là, ils sont un peu entre le collège, le lycée et la maison, donc il leur faut un endroit qui soit un peu un foyer, qui soit quelque chose de plus... Quelque chose d'enveloppant. Le terrain, c'était en fait une espèce de jardin qui appartenait à la mairie, qui était plus ou moins en friche. On ne voit pas bien, on a dû mettre un plan masse, mais on est bordé d'immeubles d'habitat social R+4 et R+5. Et de l'autre côté, bordé par la voirie. Donc, ce qui a vraiment guidé ce projet-là, c'était de faire en sorte que ce jardin soit utilisé. Et on a du coup réutilisé cet archétype du couvent qu'on aime beaucoup réutiliser, qui finalement cette idée de se protéger de ses vis-à-vis, de cette route, et puis du regard aussi, parce que finalement ces adolescents, enfin en tout cas, si on remonte finalement à ce qu'on a été aussi, mais on n'a pas forcément envie d'être toujours très, très vu. Et donc on a créé cette coursive protégée avec cette série de poteaux qu'on va voir, mais qui cadrent des vues, qui permettent aussi de se prévenir des vis-à-vis qu'on peut potentiellement avoir avec les immeubles en face. Et donc vraiment, il y a là cette idée d'enveloppe plus ou moins poreuse, plus ou moins fermée côté route et plus poreuse côté jardin. Le jardin, malheureusement, il n'est pas encore... Pas parfait, ouais, on a des photos de chantier. C'est vraiment en cours. On voit cette série de photos qui se déploie un peu comme un paravent.
ces poteaux sont en fait sont polis. Donc c'est intéressant parce que ça apporte un peu de, ça apporte un petit peu de, comment dire, de douceur, de douceur. On sent vraiment la matière. Il y a un côté un peu très très minéral parce qu'on a l'impression que c'est un peu de la pierre. On ne sait pas trop si c'est une matière enfin quelle matière c'est vrai, c'est rigolo. Et ça c'est quelque chose qui fonctionne bien. Voilà, ici on voit la coursive, qui fait le tour du jardin. Ici aussi. Et donc il y avait aussi ce rôle, donc finalement cette coursive qui joue le rôle de préau parce que les jeunes vont pouvoir aussi s'y protéger. En fait, il y a le plus grand développé de façade est plein sud, donc c'était aussi une façon de se protéger du soleil. Et donc voilà, donc tous ces poteaux-là sont biseautés, enfin, ont vraiment des formes qui sont particulières, et c'est intéressant parce que en fait, en fonction de l'ombre que l'on a sur le terrain, sur le site, on a une façade qui change. Là, par exemple, ça, on a pris ça hier, j'étais jamais allé à cette heure-là et j'ai l'impression de redécouvrir le c'est la façade côté route qui est très fermée avec cette entrée, avec ce plan un peu saillant donc qui reprend un peu la typologie de la citadelle. Maintenant on va passer à la pierre. Voilà, on va regarder la tour de Galéria. Donc voilà, c'est un projet qui est aussi en cours, mais qui n'est pas encore réalisé. Du coup, l'idée de ce projet, elle est vraiment partie de l'histoire de l'édifice. C'est une tour qui est inscrite avec son magasin, que vous voyez en dessous. Donc là, il y a la façade qui est dessinée l'ensemble. Donc on a la tour génoise, qui fait partie de ce chapelet de tours qui défendait le littoral. Et en fait, dans les années, date du XVIe siècle, et dans les années, au cours du XIXe, on construit un magasin pour stocker des éléments en rapport avec la tour. Et suite à son abandon et à l'inutilisation, on n'a plus besoin d'utiliser cet ouvrage de défense. L'ensemble tombe en ruine et dans les années 70 à peu près, il y a une association de jeunes à Galère qui reconstruit cette tour et qui a reconstruit le magasin et qui le reconstruit adossé à la tour, comme on le voit aujourd'hui sur l'élévation. Donc l'idée du projet, c'est de redonner son allure à la tour, de redonner un petit peu sa silhouette, le fût un peu élancé qu'on ne voit plus, qui est noyé par le magasin, et de redonner au magasin sa forme un peu raccourcie, qui est sa forme d'origine. Voilà. Ici, vous avez les photos aériennes en 69. On voit l'emprise du magasin qui s'arrête avant la tour. Et en 75, après la reconstruction, on voit que ça va jusqu'à la tour. À gauche, vous avez le plan de toiture et le plan du projet. L'idée est aussi de créer un belvédère au-dessus à l'étage de la tour, de la laisser, de stabiliser les ruines, l'étage des Arras, etc. Et quand on arrive à l'étage de la tour, en fait, on n'est pas très très loin du centre de secours, mais on est au niveau de l'embouchure du flanc. Donc on a vraiment un panorama qui est magnifique tout autour. Donc il y a vraiment un point de vue à valoriser et à offrir. Donc ici vous avez l'élévation de la tour avec le projet, donc le fait de faire monter les gens de faire monter à l'étage de la tour nous a conduit à réaliser un garde-corps. Du coup, c'est un garde-corps en béton et qui réutilise les pierres de la tour qu'on retrouve éparses autour en fait, du site, puisqu'il y a en fait une partie de la tour qui s'est écroulée, qui a été démolie, et voilà, on a retrouvé quelques-unes des pierres autour.
On a aussi la démolition de la travée du magasin qui nous permet de récupérer les pierres, et avec ces pierres, on crée ce béton qui est complètement, qui doit complètement se marier et parler avec la pierre très caractéristique qui forme cette tour. Voilà, là vous avez la vue insertion, donc en séparant le magasin de la tour, on peut créer une grande ouverture sur le magasin, une ouverture cintrée. C'est le bastion Saint-Georges à l'Estadelle de Calvi. Donc ce projet il est décomposé en plusieurs sites. Vous allez voir, on a l'aménagement du bastion actuel, donc le jardin du bastion, qui aujourd'hui est fermé au public. Et on le voit en fait, ici, on verra après. Mais il y a aussi une liaison verticale qui est créée entre la Caponnière, qui est un passage fortifié, un passage protégé en contrebas de l'Estadelle, et le niveau haut de l'Estadelle. Tout ce projet, dans ce projet, l'idée, ça a été de retrouver les traces des anciennes banquettes. Voilà, après je vais un peu plus loin. Donc on est sur ce bastion qui fait partie du front de terre, qui pointe vraiment la ville de Calvi et qui a des proportions assez monumentales. Voilà, vous l'avez en plan ici. Donc l'état actuel, c'est que le bastion, il est assez, le sol est recouvert, donc on a du mal à lire les aménagements intérieurs. On voit, il y a une certaine, là vous avez les courbes de niveau, vous voyez, il y a une certaine déclivité un peu légère. Mais voilà, c'est complètement abandonné, il n'y a plus rien. Et en contrebas, donc en dessous, vous avez le jardin de la Caponnière et la liaison verticale qu'on doit réaliser dans les escaliers comblés. Donc voilà le projet. L'idée étant donc de retrouver les deux niveaux de banquettes, trois niveaux de banquettes. C'est tout simple, en fait on fait vraiment une intervention assez simple. En fait, l'autre élément principal, c'est d'encaisser tous les cheminements pour éviter de poser de garde-corps sur le rempart. Ça nous permet d'avoir aucun impact sur l'ouvrage. Sur le profil. Ouais, sur l'ouvrage. De l'extérieur, on ne peut pas imaginer qu'il y a quelque chose qui a été réalisé. Et en même temps, on protège naturellement, du coup, avec des jeux de niveau, les gens qui viennent déambuler sur le site. On a aussi fait on arrive en fait sur ce bastion, mais c'est un peu en fait, on n'a pas de autre sortie que celle qui est... Voilà, donc une fois qu'on arrive, qu'on rentre dans le bastion, on fait le tour et on ressort. Donc en fait, on a ce point de vue offert au niveau de la pointe du bastion. Et en même temps, dans l'Orillon qui est en contrebas, là vous voyez le miroir d'eau, donc là on propose un endroit un peu pour se rafraîchir, une espèce d'expérience qui est un petit peu le petit cadeau après avoir monté tout ce dénivelé, et une fois qu'on est arrivé tout en haut du bastion. Donc voilà, ensuite on va avoir au niveau des aménagements sur le bastion, donc voilà, on a l'encaissement des cheminements, donc on descend tout de quelques centimètres en fonction de la hauteur des parapets pour éviter les garde-corps, et la restauration à la création de banquettes. Donc vous voyez ici. Ici c'est au niveau de l'escalier, donc on a donc au bout de la Caponnière, on a un escalier qui est creusé dans le rempart. Et il ne reste aujourd'hui qu'une volée de marche qui monte. Vous la voyez ici en plan. Celle-ci. Il n'y a pas de point, ça. Vous la voyez en plan. Et ensuite, une fois qu'on a monté cette volée de marche, on arrive sur une échelle meunière. Et il y a une pièce qui a été comblée récemment. Donc nous, l'idée, c'est de réouvrir et de créer un escalier qui permet d'accéder en haut de la Stadelle et de refermer tout le circuit de l'ensemble de la Stadelle de Calvi. De boucler. Voilà, donc ce qui est intéressant avec cet ouvrage, c'est qu'on n'a pas besoin de l'isoler, on n'a pas besoin de l'étancher, c'est un ouvrage... Mais voilà, c'est un ouvrage qui permet aussi de proposer une expérience
de passage à l'intérieur, dans l'épaisseur de l'ouvrage. Et voilà, donc on a pensé à réutiliser, mais ça c'est vraiment dans tout le projet, au niveau du sol aussi, du bastion du Calvi, à réutiliser les pierres granitiques et qu'on peut, de la carrière qu'on peut retrouver, etc. Donc voilà, il y a tout un... Mais bon, c'est en cours, vous verrez des photos plus tard. C'est pas fait. Voilà, là c'est donc une insertion. Bon, l'idée de l'insertion, c'est qu'on voit rien, hein. Donc on voit rien. On voit des arbres. On voit des arbres, voilà. Voilà, on a un autre projet là, qui est pareil, un projet en cours, en chantier. Donc c'est à Bastia, c'est une... Oula, c'est une maison de la fin du 19e qui est, voilà, qu'on restaure et qu'on aménage pour y installer le siège d'une entreprise familiale. Donc pour y installer des bureaux. Voilà, donc là vous avez la maison dans l'état actuel et le projet en élévation à gauche. Donc l'idée c'est de reprendre tout le sous-bassement de la maison pour créer une extension, à la place de l'extension qui existait, qui était plutôt une cave. En fait, le client il est venu dans nos bureaux, ça c'est chez nous, c'est nos bureaux. Il a vu le dessin qui est affiché derrière l'ordi et il nous a dit bon, moi je veux ça. Voilà. Donc ça c'est un dessin d'études qu'avait fait ma grand-mère qui était architecte. Et bon, ben, c'est pas tout à fait la même époque. Hein. Donc, ça c'est pas voilà. radio ça. Voilà. Oui, mais je veux dire, c'est pas l'époque de tes grand-mères. Ouais, non plus, évidemment, quand même. Mais voilà, c'est vraiment dans son décalage. Et donc... C'est-à-dire qu'ils ne comprenaient pas pourquoi on rigolait, quoi. Oui, voilà. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il nous a un peu repoussé dans nos retranchements parce qu'on se dit, mais comment on peut lui expliquer qu'en fait, on ne peut pas le faire. Donc il a fallu trouver tout un stratagème pour lui expliquer qu'on fait quelque chose de super, mais que ça ressemblerait beaucoup à ce qu'il veut, mais que ça serait plus contemporain. Alors on a fait une étude de typologie de villas qu'il appréciait, donc classiques, italiennes. Et on a essayé de regarder, de retrouver tous les principes qui auraient pu lui plaire. Donc on retrouve la symétrie, on retrouve les loggias, on retrouve des éléments comme ça. T'en as peut-être d'autres, Ouais, l'axe. Les axes. Des escaliers de part et d'autre, toujours dans le dos. Et là, dans ces villas palladiennes ou pas, d'ailleurs, parce qu'il y a un peu toutes les époques aussi, on a mis son projet, qui est en oiseau. Oui, après il a changé. Et ici, donc, vous avez le plan masse. Donc on retrouve cet axe. On retrouve les escaliers de part et d'autre de la villa. Voilà. Et ici, c'est le traitement du sous-bassement de cette extension. Ouais, on l'a vraiment traité comme un sous-bassement à bossage, comme on voit dans les églises, dans les palais italiens qui étaient sa référence, quoi. Donc voilà, c'était vraiment l'idée de travailler. Un jeu d'assemblage de briques en quinconce, donc ça crée une espèce de pot. Et donc il a accepté en fait. Il a accepté et c'est vrai que c'est des matériaux qui ont des millénaires et qui peuvent être à la fois extrêmement contemporains et à la fois aussi être perçus comme un ensemble historique. Et donc on a joué là-dessus en fait. Voilà, donc là c'est l'insertion. Ensuite, on a aussi du coup le bois. Le bois, on l'utilise beaucoup évidemment dans les charpentes et dans nos menuiseries, soit traditionnelles ou même dans des projets plus contemporains, parce que les menuiseries en bois fonctionnent toujours très bien dans des bâtiments plus contemporains. Mettons par exemple, les contrastes marchent toujours. La maison du Cap, on a une grande menuiserie. Et donc ça c'était notre premier bâtiment en fait en bois, en ossature bois. Et donc c'est une commande de la mairie de Galère et
Et donc, en fait, le maire nous a dit, bon ben voilà, ça c'est le site. Donc le site, c'était en fait ce socle que l'on voit, qui était qui servait de fondation à un ancien poste de télécommunication qui était assez mastoc, donc on pouvait s'en servir vraiment comme base. Et nous, ça nous convenait parce que, en fait, dans la pratique de notre agence, on aime bien travailler le plus possible avec ce qui existe déjà, que ce soit un bâtiment ou de la matière, ou de se raccrocher en tout cas le plus possible. Et donc ça nous convenait très bien, mais du coup on s'est dit, bon ben, en fait donc c'est un plan rectangulaire. On s'est dit, ben, si on rajoute 3 mètres à ça, on arrive vite avec des dimensions de conteneurs. Et en fait, c'est pas très séduisant. Et donc, c'est posé la question de la matière. Alors, on aurait pu travailler des matières minérales, du béton, la pierre, etc. Mais toujours, on se dit, bon, c'est quand même, ça peut être assez massif et pas un peu agressif. Donc, on s'est dit qu'on travaillait le bois parce que le bois apporte une certaine légèreté. Un jeu de transparence, une certaine finesse. Et donc, on s'est dit qu'on allait le faire en ossature bois. Et donc, vous voyez donc, le plan. Donc, il est constitué d'une partie, juste au milieu, il y a le trait qui ferme la partie habitée. Donc, il est constitué à droite d'une partie isolée, donc qui est en fait ce sont des bureaux de la capitainerie. C'est un espace, donc je ne sais pas si on les voit, on peut peut-être zoomer. Oui, tu peux zoomer. Très bien. Voilà, voilà, donc on voit en fait qu'il est entièrement vitré côté port, parce qu'il y a une partie de leur travail qui consiste à vérifier ce qui se passe au niveau des allées et venues des flux de bateaux. Donc là on est orienté nord-est. Toutes les baies s'ouvrent et on a une porte de l'autre côté. Donc ce qui permet de ventiler naturellement le bâtiment. Il n'y a pas de climatisation, mais il y a une brise en fait qui est régulière parce qu'on est proche de la mer. Et on a une partie donc au sud qui est constituée d'un haut vent, ce qui permet de rallonger le bâtiment et en même temps de se protéger aussi du soleil. Et donc on a un réseau d'épines verticales que l'on voit. Qui entoure le bâtiment. Il y a une partie toiture végétale. Et dans la coupe, on voit, donc voilà, là c'est la partie habitée qui est coiffée d'une toiture végétalisée, un peu d'épaisseur, c'est pas mal aussi pour le thermique, et la partie au vent qui se finit en aile d'avion. Donc cette couverture, c'est une couverture en cuivre. Voilà, donc là on voit, là c'est sous le haut vent depuis le port. On voit bien ce réseau d'épines. Vous voyez le socle qui est toujours à pas enlever. Ça c'est depuis le port également, d'un autre point de vue. Donc là il n'y a pas encore la menuiserie. Et le cuivre là il n'était pas encore patiné, maintenant il est devenu complètement vert. Au bout de 3 mois il est complètement vert. Cette photo un peu plus de l'autre rive, c'est intéressant parce qu'en fait, la teinte du bois se marie bien finalement avec la ligne de la roche. Et aujourd'hui, la toiture est devenue verte, donc ça marche aussi plutôt bien avec le maquis. Je ne l'ai pas forcément dit au début. Hein. Ouais. Ça, c'est les menuiseries qui s'insèrent à travers les épines. Et là, on a eu un bon travail d'un super menuisier et c'est invisible. Donc ça fonctionne bien à l'intérieur. Ça s'aligne parfaitement. Et voilà, et ça, c'est pas encore réceptionné, mais bientôt. Ça met un petit peu de temps. On en est là. Et après, du coup, on a... C'est le dernier projet. Oui. Après, c'est la libération. Donc on a l'église de Granadiol, qui est également un ouvrage en partie en bois. Donc voilà, donc c'est une église qui est inscrite au monument historique,
qui a été construite au XVIIe siècle et réaménagée ensuite. En fait, il y a des traces plus anciennes, mais l'église telle qu'on la voit actuellement a été construite à cette époque-là, puis restaurée plusieurs fois et enfin abandonnée. Et dans les années 60, on a la voûte de la nef qui s'écroule. Voilà, comme ici. Donc ça, c'est l'état d'origine, quand on a découvert l'église pour le projet. Et lorsque la toiture de la nef, de la première travée, s'écroule, au fil du temps, dans les gravats, les arbres poussent. Vous voyez, il y avait aussi la sacristie et le presbytère qui sont adossés, mais il y avait aussi des arbres qui poussaient, qui sortaient de la toiture. Voilà, on voit ici la voûte écroulée, donc avec l'épaisseur toute fine de la voûte qui est vue en coupe du coup. Cet ouvrage de pierre, donc ce qui est assez fascinant quand on arrive quand on arrive devant cette église, c'est que en fait il y a tout un teasing avant d'arriver là-bas. On est au bout du cap, à la pointe du Cap Corse, et sur toute la route, déjà la route du Cap, on a pas mal de mausolées assez impressionnants. Et ensuite, quand on arrive sur la piste qui nous mène à l'église, là on voit, donc il y a aussi beaucoup de mausolées qui jalonnent le chemin, et on a tout un paysage de cyprès, de petits ouvrages très travaillés. Et puis il y a le cimetière du village. Donc c'est vraiment un lieu, nous, c'est comme ça qu'on l'a ressenti. Il y avait cette sensibilité de lieu un peu sacré. Ça nous relie aussi au projet que je vous montrais d'étudiants, là, qui est un petit peu lié à cette question qui nous dépasse, ces questions qui peuvent nous dépasser un petit peu. Et puis, bon, évidemment, le côté un peu abandonné de l'ouvrage qui en rajoute. Donc voilà, donc là, vous avez l'église dans son site, pas grand-chose, c'est vraiment un édifice qui est très marquant dans le paysage, un volume important, qui était... L'église qui est restaurée, là, bien sûr. Oui, elle est restaurée. Là, c'est une photo récente. Voilà, donc là, vous avez le plan du projet. Donc l'idée du projet étant de conserver les arbres comme une étape de la vie de cet édifice et de conserver aussi la poésie du lieu. Donc tout le projet a été c'est tourné autour de ça, mais surtout autour de la conservation de l'édifice, qui du coup, en fait, le fait d'avoir perdu la voûte de la première travée, il n'y avait plus de chaînage et plus de... l'église était menacée de s'effondrer. En fait, il y avait de grandes fractures au niveau des deux piles qui tenaient la façade principale, et la façade principale déversée complètement, en fait. Et même en cours de chantier, on a eu au démarrage du chantier, on a eu d'autres parties qui se sont effondrées. Donc, elle était vraiment en plein mouvement, en fait. C'est un vaisseau de pierre, mais pas du tout stable. Donc voilà, là c'est la réponse qu'on a apportée, du coup, qui était donc autour de ces arbres, qui était de conserver ce germe, et en même temps, pour le permettre, de créer un oculus qui permet d'apporter de la lumière et de l'eau au-dessus, donc en utilisant cette charpente. Donc il y a un ensemble de charpentes qui couvrent toute la nef, qui elle-même est protégée par une couverture en zinc. Et ensuite on a une sous-charpente qui joue le rôle de la voûte et qui est habillée à petit bois. Donc on a travaillé cette transparence aussi pour donner un peu pour donner un petit peu cette profondeur à l'ouvrage. Voilà, on voit d'un petit peu plus près ici. Donc l'idée était de retrouver la forme de la voûte en verso, en fait, à lunettes, qui couvrait autrefois la nef.
Donc on voit ici un détail de lunettes. Voilà, ici à droite vous avez la 3D. Ici vous avez des photos de chantier parce qu'elles étaient quand même assez impressionnantes. Donc là le plâtrage bois qui recouvre l'Oculus qui ensuite a été recouvert de 5 avec des joints creux. Là ici l'Oculus vu d'en haut. On voit à l'arrière-plan le cimetière du village. Donc là, lui, il permet de conduire l'eau vers les arbres, de récupérer l'eau, de le conduire vers les arbres. Et c'est vraiment inspiré des Oculus qu'on trouvait, enfin des impluviums plutôt qu'on trouvait dans les maisons romaines. Voilà, c'était vraiment l'idée de retrouver l'eau au milieu de la maison. Là, vous avez les façades, la façade latérale. Donc ils sont à la chaux, hein, c'est un travail. Donc on a eu plusieurs niveaux de restauration différents. Du coup, c'était un beau lieu d'expérimentation de types de restauration différents. En tout cas, les façades étaient beaucoup plus classiques. Et voilà, ce qui est intéressant, là je vous montre la partie sacristie. Donc c'est la même pièce que vous voyez en photo ici, à droite. C'était la voûte avec des fractures assez importantes. Par exemple, là, sur la petite photo aussi, on voit le petit tété qui tient le linteau qui va complètement tomber, là. Parce que toute la partie sacristie presbytère était adossée à l'église, mais pas harpée, donc qui bougeait complètement aussi. Donc il y a eu vraiment un gros travail à ce niveau-là aussi. Là, c'est pour résumer un petit peu les endroits les plus sensibles. Là où vous avez le flash noir, ça s'était déjà écroulé au début du chantier, comme je vous disais, donc là, on a repris, et puis après, voilà, vous avez ces 2 fractures au niveau de la façade principale, il faut que cette pièce déversée complètement, et puis voilà, toute la partie presbytère sacristie qui était instable, et le chœur aussi qui a été consolidé. Mais ici, on voit en fait, un effondrement entraîne l'autre, en fait, parce qu'il n'y a plus la consistance et la structure. Voilà, donc ça c'était pendant les travaux au niveau du presbytère. L'idée était de créer des logements, un logement communal avec un atelier d'artistes pour éventuellement faire une résidence d'artistes. Ici vous avez les linteaux traditionnels qu'on a retrouvés et qu'on a restaurés et replacés dès qu'il manquait avec les menuiseries. Ici, vous avez l'atelier, donc c'est l'état actuel. Je ne sais plus si j'ai pris, non, elle date un petit peu, mais ça doit dater d'il y a quelques semaines. Voilà, donc la livraison est prévue soit à la fin du mois, soit en septembre. Ici, vous avez la sacristie qu'on a vue tout à l'heure. Donc l'idée, c'était aussi de retrouver une ambiance un petit peu monacale qui va vraiment avec le lieu, etc., qui est, qu'on retrouve dans ces luminaires qui ressemblent un petit peu à des cierges. Voilà, là on avait aussi des tests de lumière pour éclairer l'ensemble, la voûte, etc. Et ici, c'était une photo qui date d'une réunion de chantier où il pleuvait beaucoup. Je suis quand même venue dans le Cap et là on a vu la cascade, quoi. Et ça a marché trop bien. Donc c'est vraiment juste pour le plaisir des yeux. Mais voilà, donc c'était vraiment, on était tous, on parlait plus, on regardait. Voilà, donc c'est bon, on a fait le tour, je crois. Hein. Juste une question par rapport au dernier projet. Je n'ai peut-être pas bien écouté le tout début, mais le fait justement qu'il y ait des arbustes, c'était à la base, on est d'accord que c'était prévu. Je veux dire, c'était déjà là, c'était existant avant votre intervention. Et à partir de là, alors je me pose la question, c'est quand même au niveau de... Enfin, j'imagine qu'il n'y a pas des fresques, je veux dire, mais comme on n'est pas hors dehors d'air, je me pose la question de la tenue dans le temps des travaux par rapport au fait qu'il y ait de l'eau qui puisse rentrer dans le bâtiment, quoi. Alors, l'eau, elle est gérée dans le projet parce que du coup, on récupère l'eau au niveau de la jardinière qui a été créée.
Et dans cette jardinière, on a créé un drain D'accord. qui récupère aussi cette eau et on a fait passer l'évacuation sous le sol qui était de toute façon démoli. On n'a rien allumé et on a fait passer l'évacuation dehors. D'accord. Donc elle est rejetée dehors, l'eau. Et ensuite, l'église, la nef était complètement... bon, le percement, vous l'avez vu, était plus grand avant. Et elle était complètement livrée au vent et à la pluie. Et donc on voit, c'est assez fascinant d'ailleurs maintenant que c'est protégé, de voir les chapelles qui ont été le plus affectées par justement cette humidité et celles qui n'ont pas du tout été. Donc voilà, on voit vraiment les zones plus annulées que d'autres, mais il n'y a pas eu de restauration sur les écoles. D'accord. On a juste fait une stabilisation à la chaux, toutes les parties qui pouvaient tomber. C'est quand même un travail technique pour penser l'oblus quand même. Enfin, Ouais. Non, on a eu des entreprises absolument géniales, du couvreur à l'électricien, des électriciens. Ouais, c'était super. Je n'ai pas mis en photo, mais l'électricien, il m'a fait. En fait, la jardinière, on l'a réalisée avec les pierres de la voûte qui étaient tombées. D'accord. Et donc, il en restait encore quelques-unes, elles sont assez massives. Hein. Et l'électricien, il a inséré les spots qui éclairent les arbres dans la pierre de la voûte. Donc il y a vraiment tout à fait, c'est vraiment pas demandé particulièrement. C'est une surprise. Et voilà, c'est un peu la surprise. Voilà, c'est vrai que c'est... C'est super. Ouais. Voilà. Après... Protocole. Merci pour l'enthousiasme. Enfin, c'est vraiment agréable de vous écouter tous les deux. Enfin, ça fait... c'est un peu non, mais parler de ces projets, c'est toujours, ça fait vraiment du bien quoi, d'entendre des gens parler de leurs projets avec autant d'amour. Je vais rebondir sur la question de Camille et sur la nature de la charpente. En fait, enfin, qu'est-ce qui vous amène à faire le choix d'une charpente bois en fait sur la restauration? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez nous préciser qui oriente en fait le choix? Parce que j'ai cru comprendre qu'elle était maçonnée en fait a priori. C'est des questions de charge ou est-ce qu'il y a quelque chose qui... Ouais, la voûte, elle est maçonnée. On a une consolidation qui a été réalisée avec de réflexion de toute la maçonnerie. On a repris tous les tirants, etc. Donc il y a vraiment un travail de structure qui a été fait. Et ensuite, la partie bois, la plupart de nos églises, et là celle-ci c'était le cas, n'a pas de charpente bois. Donc il n'y en avait pas du tout. Nous, l'idée c'était de trouver, donc, en dessous, l'idée c'était de trouver une réponse en fait, à ces décors qui soit quand même assez fine, qui répondent finement à la présence de décors assez foisonnants, finement et assez simplement. Donc c'est comme ça qu'on s'est tourné vers ce bardage bois en essayant de gérer la transparence aussi. C'était une demande de l'ABF d'avoir une transparence. Et à l'extérieur, de créer une charpente, du coup dans tous les projets de restauration, on recrée des charpentes bois assez simples. En général juste avec des choses. Pour permettre à l'air de passer, quand on conserve les loses, quand on fait des restaurations, on conserve les loses, c'est pour permettre à l'air de passer, de circuler, de garder vraiment le bâtiment assez sain et que l'eau ne touche plus les voûtes, les stratos des voûtes. Et là c'est pour pouvoir tenir, recevoir la couverture en zinc. Je ne sais pas si tu as une autre... Et oui, donc j'avais pas mesuré, oui, la charpente couvre aussi les doses. Oui, bien sûr, c'est ça qui est d'accord. D'accord. Oui. Pour la couverture en zinc, en effet, le choix de la charpente bois était la bonne. Et puis en effet, il y a des contraintes aussi de poids, c'est-à-dire des toitures en lauze. On y a pensé à un moment. Ah oui, non, mais oui, c'est ça, moi, c'est de maçonner l'intégralité de la réponse, quoi, de venir en lourd. Partie en lauze. Et moi j'avais une question par rapport au projet de la tour, avec un petit commerce à côté. Est-ce que ça a été une demande de ne pas reconstituer la tour, ou ça a été un choix que vous avez fait de garder la ruine telle qu'elle est et pas de recréer une nouvelle tour? Un peu les deux.
C'était bon, c'est pas l'idée en général, les canons du patrimoine, enfin, voilà, les principes du patrimoine et de la restauration. Donc là, on était sur un monument historique. C'est de conserver le dernier état connu. Je sais que tous les projets ne montrent pas ça, mais c'est un des principes de base. Du coup, l'idée, c'est de ne pas forcément reconstituer entièrement quelque chose comme on l'a imaginé. Comme la démolition de la tour, là, est datée de plusieurs siècles, ça n'avait pas tellement de sens de la reconstruire. Donc c'était pas l'idée. L'idée, en revanche, c'était vraiment de pouvoir lui redonner un petit peu d'allure, parce qu'en fait, on la voit, dans tout le grand paysage, on la voit de très très loin, c'est cet ensemble de tours et magasins. Et en fait, il y a un petit peu une forme de locomotive quand même quand on les voit ensemble. Du coup, c'était l'idée de redonner un petit peu le flux et l'élancement de la tour. Et donc, en créant le garde-corps, on fait le minimum de l'évocation du volume. Et ensuite, on traite les arras, etc. Mais il n'y a pas de... La mairie, pas particulièrement reproduit la tour. Il y avait eu un projet dans les années 90, d'un architecte en chef de monument historique qui l'a reconstitué en bois. Ouais. Du coup, c'était... Mais on constituait tout, même le couronnement, le truc avec le drapeau, il y avait... C'était vrai. C'est intéressant, ça peut être un parti pris. Mais du coup, c'est vrai que nous, c'est assez... En fait, c'était une intervention assez minimale, quoi, qui consiste, en tout cas, le béton de Tours. On va essayer de créer, parce que encore expansion. Mais alors c'est limite à un garde-corps et un banc en béton. Donc c'est ouais, en fait, quand même c'est un projet vraiment, tout petit. ouais. Moi, je n'ai pas forcément une question sur vos projets, mais plutôt sur votre organisation en agence. Comment vous fonctionnez? Vous divisez vos projets? Vous les suivez ensemble de A à Z? On a chacun nos projets, enfin chacun nos projets. Disons que quand on conçoit un projet, on est tous les deux. Et après, évidemment, quand on le suit, on fait beaucoup de routes, donc on ne peut pas se permettre d'être à deux pour le suivre. Donc dès qu'on a un souci, on est là tous les deux pour réfléchir. On se fait un peu visiter aussi. Mais c'est vrai que généralement, il y a quand même chacun un peu son projet, mais... En gros, il n'y a rien il y a absolument rien qui sort sans que l'un et l'autre soient d'accord. En gros, c'est ça. Et ça apporte énormément parce que la difficulté de notre travail, c'est aussi d'être sûr et certain de ce que l'on fait, parce que quand on construit quelque chose, on est sûr, et en même temps, il faut aussi avoir cette humilité de pouvoir prendre un petit peu de recul. Et c'est vrai que travailler en association, dans ces cas-là, c'est quand même bien pratique, parce que, et surtout quand on a confiance en son associé, c'est important, mais c'est sûr que quand il y a un projet qui sort, on est à peu près certain que c'est ok, ça fonctionne. Donc on a plutôt chacun nos projets, mais on fait tout tous les deux. De toute façon, on fait tout tous les deux. Pour la vie. Moi j'ai une question pour rebondir sur le projet de l'église, parce que certes l'ouverture elle pose des questions d'humidité, mais en termes d'acoustique, est-ce qu'il y a eu un traitement ou quelque chose? Parce que c'est vrai que le bruit de la pluie, dans les espaces comme ça qui résonnent énormément, est-ce qu'il y a eu un traitement ou quelque chose? Pas du tout. Aucun traitement acoustique particulier. Je pense que l'idée là du projet, je ne sais pas si, en gros, on s'adapte un petit peu à l'édifice. Et c'est ça qui nous a plu aussi, c'est que, en fait, on ne vient pas, parce que parfois c'est ce qui arrive en réhabilitation, même en restauration. Quand on est dans l'existant, on va essayer de faire rentrer un max de programmes dans le projet. Bon, là, c'est pas du tout l'idée, et c'est chouette aussi, je trouve. Donc on n'en fera pas un lieu qui aura une acoustique parfaite, c'est certain. Mais probablement il ne sera pas là et qu'il y aura les plus grands concerts. Mais voilà, il y aura plein d'autres choses différentes qui peuvent être faites. Dans les églises, il y a quand même des concerts qui fonctionnent bien. Ouais, mais là, comme il y a un trou, je sais pas. En tout cas
voilà, je pense que l'état d'esprit du projet, c'était plus de s'adapter à l'édifice et donc forcément on ne peut pas tout faire partout. Donc là, c'est pas... Bon, après il va vivre, hein, donc s'il faut faire des protections acoustiques, bon, après. Et pour rebondir sur l'église, elle est destinée à recevoir des messes ou c'est purement un centre qui peut être culturel? Elle a été désacralisée il y a longtemps, dans les années 60, je crois, au moment où ça s'est écroulé. Et du coup, non, il n'y aura pas de culte, mais voilà, je pense que l'idée aussi du projet, c'était de rester dans cet esprit quand même assez, de rester respectueux de l'ancien usage qui était fait du lieu. Et voilà, c'était vraiment d'amener les visiteurs dans cet état d'esprit plutôt que de les amener à autre chose. Je sais pas comment. On veut conserver la dimension sacrée, c'est ça que tu voulais dire. C'est un peu ça. Et d'autant que l'arbre, il est en plein dans le cœur, en plein milieu de l'église. Non, mais ça aurait pu être vraiment un lieu de cérémonie aussi, ouais. C'est vrai. Mais ça se trouve, je sais pas, mais peut-être que ça va. Peut-être que c'est quelque chose qui va. On verra en fonction de ce qui va se développer. Voilà, en tout cas, il y a tout pour faire une résidence d'artiste, quelque chose comme ça. Mais la résidence, le logement peut aussi devenir un logement communal loué. Et voilà, vraiment toutes les. Il y a une église paroissiale en bas et je pense que la commune a, je ne sais pas combien d'églises il y a sur la commune, mais il y en a presque autant que d'habitants. J'exagère, mais... Moi, c'était surtout sur la question du rapport aux commanditaires ou aux architectes des bâtiments de France. Est-ce que quand vous proposez des solutions qui ne sont pas toujours... je pense que l'Oculus, ça peut poser des inquiétudes par rapport à la pluie. Est-ce qu'ils sont plutôt... Vous bataillez un peu avec eux ou est-ce que plutôt ils sont enjoués et vous suivent dans les propositions ou quel rapport vous avez un petit peu sur ça quand vous proposez des idées Bon, on a de très bons rapports avec la DRAC parce qu'on travaille beaucoup avec eux et qu'on parle, je dirais, un langage assez similaire. Donc on se comprend et on comprend même, disons, les remarques sur les projets. Et là, en l'occurrence, sur ce projet, je ne sais pas si on a bien vu, mais l'enjeu, c'était vraiment, si on faisait rien, l'église, c'est pour elle était inscrite. Donc il y avait vraiment un problème moral à ce niveau-là. Et puis, cette solution permettait de lui redonner en fait un élan de vie en fait. Et donc il n'y a eu aucun, très peu de, Ils étaient d'accord. Ouais. C'est vrai qu'il faut toujours essayer d'amener, on a beaucoup de projets, il y a beaucoup de sites protégés, inscrits, et c'est vrai qu'à chaque fois, quand on va voir l'ABF, il faut derrière avoir un discours, parce que si tu n'as pas de discours... Ouais, j'ai même une posture, une démarche. De toute façon, on est prêt à recevoir les éléments qu'il faut modifier. Et en général, en fait, ils ont une vision qui est quand même qui est plus large et qui est une vision un petit peu de bien commun. Et souvent, le particulier, notre client, il va avoir... Ou l'archi aussi, il est souvent centré sur son projet. À s'éloigner de cette vision plus objective. Subjectif. Et du coup, nous, ça nous... Bon, on veut bien essayer de voir autre chose. C'est beau. C'est beau. Merci. Merci.